Bonjour, bienvenue à tous dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Germain Mugeman Gango, qui est le porte-parole du PTB depuis un peu moins de 2 mois. Et beaucoup de sujets à voir avec vous. Tout d'abord, je voudrais parler de ce nouveau scandale à Charleroi dont on n'a pas beaucoup parlé à Bruxelles, mais voilà, profitons-en. Alors, il y a des doubles jetons de présence, des détournements de fonds, des abus sociaux. Ça se passe dans une institution qui s'appelle l'ISPPC. Oui. Je voudrais connaître votre réaction par rapport à cela. Vous avez 3 possibilités de réponse. Réponse A, c'est scandaleux, on n'a pas encore été assez loin en matière de bonne gouvernance. Réponse B, c'est juste un épiphénomène. Réponse C, Charleroi n'a pas supporté que Liège la dépasse au rayon des affaires. Alors, quelle est votre réaction par rapport à cette affaire de Charleroi ? Plutôt réponse A. Donc, on est évidemment un peu scandalisé par ce qui est en train de se passer, d'autant plus que Charleroi a été déjà connu pour avoir connu ce type d'affaires, enfin ce genre d'affaires il y a quelques années. Et donc, ça nous frappe effectivement que dans un hôpital qui doit soigner les gens, finalement, donc c'est quand même ça l'objet normal de cet hôpital, qu'il y a des gens qui soient là, en fait, plus pour se servir eux-mêmes que pour servir les gens. Et donc, ça pose des questions sur les règles en matière d'éthique qu'il faut mettre en place, mais ça pose aussi des questions, finalement, sur l'éthique des partis politiques eux-mêmes. Parce qu'on voit que plus on met de règles en place, que ce soit dans l'affaire Publifin, Casagate ou ici par rapport aux affaires de Charleroi, plus on a, en fait, des gens qui, quelque part, essaient de détourner ces règles. Vous savez, chez nous, un mandataire qui gagnerait 300 000 euros par an ou 1 million d'euros par an et qui serait mandataire du PTB, chez nous, c'est pas possible. Chez nous, un mandataire, il est au salaire du monde du travail. Et pour l'instant, vous n'êtes pas encore non plus dans toutes ces institutions. Ah non, pas du tout. Encore dans aucun conseil d'administration. On n'est encore dans aucun conseil d'administration. Et quelle sera la règle ? Si demain vous vous retrouvez dans un conseil d'administration à Bruxelles ou ailleurs, à notre niveau, ce sera exactement la même règle que celle qu'on applique actuellement à tous nos parlementaires. Tous nos parlementaires sont rémunérés comme l'ensemble des parlementaires, mais nos parlementaires ont pris l'engagement de finalement percevoir le salaire moyen d'un travailleur. À notre niveau, ce sera ça. Au niveau plus global, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une séparation totale, en fait, enfin, qu'il y ait plutôt une transparence totale concernant l'ensemble des mandats des gens. Les citoyens doivent pouvoir voir quels sont les mandats publics et privés des gens. Et alors aussi, nous, on voudrait diminuer les salaires des parlementaires, des ministres par 2, et alors éviter tous ces jetons de présence, ces surcoûts, ces sursalaires, pour des missions, finalement, pour lesquelles les gens ont été élus. Et donc là-dessus, il y a vraiment un problème. Et dans le cas de Charleroi, par exemple, de l'ISPPC, on a là, finalement, un directeur qui est directeur de l'hôpital, et qui est en même temps membre du conseil d'administration, et en même temps bourgmestre d'une commune de Charleroi. Enfin, d'une commune aux alentours de Charleroi. Ce type de cumul, ça doit s'arrêter. C'est des cumuls, c'est des tâches importantes. Un mandat, un homme, un mandat, c'est ça l'idée ? En tout cas, au niveau des mandats exécutifs, et directeur, c'est un mandat exécutif, bourgmestre aussi, il faut qu'il y ait un non-cumul total. Après, au niveau des mandats comme conseiller communal, etc., c'est un peu différent. Mais au niveau des mandats exécutifs, pour nous, il n'y a pas d'ombre là-dessus. Il faut effectivement qu'il y ait des cumuls totaux. Alors, il y a des discussions sur cette transparence, cette nouvelle gouvernance un peu partout, et dans tous les parlements, que ce soit le Parlement bruxellois, la Chambre, et encore ailleurs. Et on a l'impression que ça n'avance pas beaucoup. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que on arrive finalement à un résultat, à moins de députés, à des plafonnements en termes de rémunération? Je pense qu'il y a 2 choses. La première chose, c'est que les citoyens doivent savoir que sans eux, ça n'avancera pas. Et donc, il faut qu'on puisse demander la transparence totale des informations, des contenus du conseil d'administration, de tout ce qui est en train de se passer justement dans ces conseils d'administration qui finalement sont payés par les citoyens. Et donc, je pense que la première chose, c'est que les gens doivent comprendre que si maintenant ils n'exercent pas, ils n'ont pas l'occasion d'exercer leur rôle de contrôle citoyen, ça n'avancera pas. Parce qu'on sait qu'il y a des mesures qui sont annoncées, mais encore faut-il savoir, les mesures qui seront effectives. Et le second élément, c'est que je pense qu'on doit vraiment donner un signal aux gens. C'est pour ça que nous, on a une discussion sur les salaires chez nous. On veut donner un signal aux gens, s'ils veulent faire de la politique, pour s'enrichir ou pour se servir eux-mêmes, ils doivent faire autre chose. Ils doivent, je sais pas moi, faire des affaires. Il y a plein d'autres choses à faire pour gagner de l'argent. Mais si par contre les gens veulent réellement se mettre au service du citoyen, au service de la collectivité, alors c'est pas les gros salaires qu'on doit aller chercher. C'est beaucoup d'heures de travail et c'est pour nous un salaire de travailleur qui doit effectivement à un moment donné se mettre au service des gens. Et finalement, vous êtes porte-parole depuis moins de 2 mois parce qu'il y en avait un qui travaillait trop. Il était Raoul Ledebeau, il était député et porte-parole, il faisait le cumul des deux et il travaillait trop. Donc il fallait trouver quelqu'un pour le soutenir un peu. Le soutenir tout à fait, parce que Raoul, il est porte-parole, toujours porte-parole fédéral d'ailleurs, pour être clair, parce que parfois certains ont cru que je remplaçais Raoul, c'est pas le cas. Vous êtes le francophone. Je soutiens Raoul dans tout ce boulot de porte-parole, pour différentes raisons. La principale raison, c'est que l'audience médiatique, les possibilités médiatiques pour le PTB augmentent de manière importante. Et donc voilà, pour finalement faire face à cette offre médiatique, il fallait un petit coup de main, ça c'est un élément. Et puis l'autre élément qui nous paraît évidemment important,
c'est que le PTB, ce n'est pas créolé de Bau. Et donc nous, on a voulu effectivement démontrer par des porte-paroles comme Marco Vanès sur la fiscalité, comme Sophie Merck sur la santé, comme les députés Cocon à Bruxelles, Michael Verboet et les autres députés bruxellois, que le PTB, c'est un collectif avec différents profils, avec différents types de personnes, mais qui se mettent tous ensemble pour changer les choses. Aujourd'hui, ce sera donc Germain et Raoul, en tout cas. Alors, on vous entend peu parler d'enseignement au PTB. Comment vous positionnez par exemple, par rapport à une info d'hier soir, c'est cette fusion entre l'Université catholique de Louvain et Saint-Louis à Bruxelles. Donc, la venue finalement de l'ECL à Bruxelles. Comment réagissez-vous ? Moi, je pense que le fait qu'il y ait des collaborations entre différentes institutions, je trouve ça plutôt positif parce qu'effectivement, chacun a ses propres inclinations, chacun a ses propres spécialités, j'ai envie de dire. Oui. Le fait qu'il y ait une collaboration, c'est plutôt positif. Évidemment, ce qui peut être... Ici, on parle de fusion, carrément. Oui, donc c'est ça. La fusion n'est jamais qu'un degré ultime de collaboration. C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Donc, je trouve ça plutôt intéressant comme démarche. Maintenant, effectivement, il faut que tout le monde puisse s'y retrouver et surtout, ça c'est vraiment le plus important, que l'étudiant puisse s'y retrouver. Et donc, ça veut dire que parfois, quand on parle de fusion, et j'espère que dans ce cas-ci, c'est pas ce qui va se passer, on parle aussi souvent d'économie d'échelle. Donc, voilà, économie de moyens, économie de matériel, économie en termes d'enseignants. Et là, il faut effectivement que le service qui est rendu à l'étudiant, donc parce que finalement, c'est quand même ça l'objectif de ces institutions, soit évidemment tout à fait de qualité. Alors, en matière d'enseignement, il y a aussi le pacte d'enseignement dont on parle maintenant depuis plusieurs mois et dont on parlera pendant plusieurs années. Et là, la position du PTB, c'est de dire oui à la proposition du gouvernement sur le pacte ? Nous, on observe ça avec différentes observations. La première chose, c'est qu'on est bien conscient que dans l'enseignement, vu les résultats assez mauvais qu'on fait au niveau international, je veux dire, il fallait une réforme, il fallait faire quelque chose. Et donc, dans ce sens-là, on entend beaucoup d'acteurs de l'enseignement, quels qu'ils soient, qui voulaient une réforme. Maintenant, ce qui est aussi frappant quand on discute avec les acteurs de terrain, c'est que dans ce secteur-là, on fait beaucoup de réformes et parfois avec pas beaucoup de résultats concrets, finalement, qui se traduisent en meilleurs résultats pour les élèves, les étudiants, etc. Donc, dans ce sens-là, on doit réfléchir à finalement la méthode qui est utilisée. Et nous, il y a deux choses qui nous frappent par rapport à ça. La première chose, c'est qu'on a voulu faire un pacte qui réunit beaucoup d'acteurs, mais parfois des acteurs qui n'ont pas des intérêts qui sont concordants. Quand on met McKinsey et la FEB autour de la table avec les enseignants, encore faut-il savoir s'ils le font dans le même esprit, si on le fait dans la même orientation. Oui, mais sur le résultat... le résultat... Qu'est-ce qu'il y a de concret qui vous plaît ou qui ne vous plaît pas ? Le tronc commun ça, j'allais y venir justement. Donc, le premier élément, pourquoi je le pose, c'est que l'orientation globale n'est pas claire. Donc, on a un catalogue de bonnes intentions, on a un catalogue de mesures, mais l'orientation globale vers laquelle on va n'est pas claire. Et justement, la question des réseaux ou la question de ce qu'on appelle le marché scolaire ou la concurrence qu'il y a entre établissements, ça, c'est justement un des éléments. Comment on peut porter une réforme qui va pousser à plus d'égalité dans le secteur si on ne remet pas en question l'existence des réseaux et si on ne remet pas en question la concurrence qu'il y a entre différents établissements. Vous voulez fusionner les réseaux ? Oui, moi je pense qu'effectivement, il faut mettre fin à cette concurrence qui est entre les différents réseaux et les différents établissements. Et ce qu'on voit au niveau international, c'est que les pays qui ont mis fin à ça et qui ont régulé leur marché scolaire finalement, sont aussi les pays dans lesquels les résultats en matière d'égalité ont été les plus flagrants. Et nous, on voudrait aller vers ça. Et pour le moment, avec le pacte d'excellence, qu'on observe, je veux dire qu'on ne veut pas jeter vraiment cette proposition comme ça sans l'observer, ne nous paraît pas être une orientation claire à ce niveau-là. Alors parlons de santé. La pilule du lendemain ne sera plus prescrite dans les centres de planning familial. Et puis les étudiants en médecine sont inquiets pour leur nombre, notamment en 2018, ce qu'on appelle la double cohorte. Il y a beaucoup d'actualités qui mettent en avant ces problématiques en matière de santé, avec toujours une cible, la ministre de la Santé, Maggie De Bloch. C'est une ennemie pour vous, Maggie De Bloch ? C'est surtout quelqu'un que je ne comprends pas, parce que je veux dire, Maggie De Bloch, elle est médecin, donc elle connaît, j'imagine, beaucoup de patients. Nous, vous savez qu'on a les maisons médicales en Belgique. Moi, je suis par exemple patient à la maison médicale de Marcinelle. Je rencontre aussi beaucoup de patients. Et donc, on a l'impression que le gouvernement fédéral en matière de santé va vraiment à rebours de l'histoire, ils ne vont pas dans le bon sens. Donc par exemple, quand on prend la question de la pilule du lendemain, le débat sur cette pilule du lendemain, c'était pour éviter des grossesses non désirées, parfois parce qu'il y a des jeunes qui font des erreurs et c'est logique. Et donc il y en aura encore beaucoup qui feront des erreurs. On a voulu éviter ce type de problème-là. Et maintenant, en fait, en fermant, en restreignant l'accès à la pilule du lendemain qui pouvait justement être fournie par les plannings familiaux, finalement, on retourne en arrière par rapport à ce risque de grossesse non désirée. Et donc ça veut dire aussi risque d'avortement dans des mauvaises conditions, etc. Et on connaît le dossier. Et là, on se dit, on est vraiment en train de retourner en arrière au lieu justement d'aller vers une société qui soit
qui ait plus d'intérêt, qui ait plus de soins pour la santé des gens. Et par rapport aux médicaments, c'est aussi un dossier important. Vous savez, donc quand on a l'occasion d'être dans une maison médicale, et il y a plusieurs maisons médicales à Bruxelles aussi, on a souvent l'occasion de ne pas payer, ou en tout cas de payer de manière vraiment bon marché, ce qu'on appelle les soins de première ligne. Donc je vais chez le médecin généraliste, voilà, on peut ne pas se ruiner en allant chez le médecin généraliste, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il y a quand même quelques milliers de patients en Belgique qui peuvent le faire. Mais on rencontre beaucoup de patients alors qui du coup, ils ont fait la consultation, mais après il y a les médicaments à payer. Ouais. Et ça, alors, il n'y a pas de solution. Donc, les médicaments restent très chers. Quand on est, par exemple, dans la tranche des personnes qui sont prépensionnées ou pensionnées, et donc qui, finalement, bien souvent, ont peu de moyens, mais ont quand même beaucoup de besoins en matière de santé, on rencontre des gens qui nous disent... Comment on va faire? Je vais devoir consacrer l'ensemble de ma pension aux médicaments. Et donc, et vous faites des bus pour transporter les gens dans les pays voisins pour payer moins cher les médicaments? Oui, tout à fait, parce qu'en fait... vous détournez finalement la Sécu. Non, on pose la question qu'on pourrait très bien, s'il y avait une volonté politique plutôt divisée par 2 ou par 5, beaucoup de médicaments en Belgique. Et comme on le fait justement dans les Pays-Bas. Aux Pays-Bas, on constate effectivement que pour le même médicament, délivré par des pharmaciens, c'est pas à la sauvette dans la rue, donc délivré par des pharmaciens, eh ben, on constate effectivement que les gens payent beaucoup moins cher les médicaments. Et on ne comprend pas l'obstination de Madame De Blocq à finalement avoir une vision de la santé qui est une vision à 2 vitesses, qui est une vision où il faut avoir de l'argent pour se soigner, face à une population qui n'est pas en meilleure santé, qui est justement de plus en plus avec des problèmes préoccupants de santé. Pour terminer en quelques secondes, la semaine prochaine, grand sommet de l'OTAN à Bruxelles, il y aura Trump, il y aura Erdogan. Dans quelle manif serez-vous? La manif anti-Trump, la manif anti-Erdogan? Ou les deux, ou aucune? On est évidemment préoccupé par ce qui se passe en Turquie, bien sûr, mais on est pour le moment dans tout cet ensemble d'organisations qui sont en train de se mobiliser contre la présence de Trump en Belgique, parce qu'effectivement, c'est quand même number one de la puissance numéro 1 au niveau mondial, qui donne des orientations très claires aussi au niveau de la politique internationale et qui a des conséquences sur notre politique nationale. Peut-être justement quand on parle du droit à l'IVG, c'est un dossier justement sur lequel on pourrait dire que Maggie De Blocq et Trump sont d'accord, puisqu'on voit que M. Trump, une des premières mesures qu'il a prises en arrivant dans le bureau ovale, c'est de restreindre les moyens au niveau mondial. Je dois vous couper parce que le temps imparti est déjà terminé. Oui. Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui. Avec grand plaisir. Demain, dans Les Experts, je recevrai Emmanuel Debock et Boris Diliès. D'ici là, bonne journée, bonne soirée.